Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, cette présentation donc, du concours d'innovation présenté dans le cadre du Grand Plan d'investissement et opéré par l'ADEME, par Bpifrance et France Agrimaire. Donc, je m'appelle Mathieu Bandiba, je suis chef de projet à la direction des investissements d'avenir sur des sujets d'économie circulaire, d'agriculture et d'industrie. Et je suis Anthony Lelarge, chef de projet également à la direction des investissements d'avenir, plus particulièrement sur les sujets du transport et du bâtiment. Vous avez également France Innovation qui nous aide pour l'animation de ce webinaire, avec Brice qui est également en commande pour la diffusion d'un certain nombre d'éléments. Bonjour. Nous allons aujourd'hui vous présenter donc les enjeux thématiques associés à ce concours d'innovation, également les modalités de financement, les modalités de candidature. On aura un temps de présentation qui durera à peu près 20 minutes. Et à l'issue de ce temps d'échange, on aura donc des questions et des réponses que vous pourrez poser directement via l'outil que vous avez du webinaire. Vous avez un espace questions. Pour le moment, ce que je vous propose, c'est qu'un sondage puisse nous permettre de mieux identifier quelles sont les thématiques que vous souhaitez voir. Aujourd'hui, ce sondage concerne donc les principales questions que vous auriez sur ce concours d'innovation. Vous allez pouvoir voter en fait et choisir les questions que vous préférez et nous pourrons orienter au mieux la présentation selon vos centres d'intérêt. Donc, avant le dépôt, quelles sont les recommandations que nous pourrions vous apporter pour déposer un dossier de qualité? Quel est le processus global du concours, que ce soit depuis le dépôt du projet jusqu'à l'instruction du projet, jusqu'à la sélection des lauréats, et ensuite toutes les étapes pendant la vie du projet jusqu'à sa clôture? Quelles sont les conditions d'éligibilité d'un dossier avant son dépôt et ensuite de sa sélection? Enfin, quelles sont les modalités de financement proposées dans le cadre de ce concours d'innovation? J'ai également ajouté autre question si jamais il n'y avait pas et la question que vous souhaitiez poser. Je vous invite à utiliser donc votre ordinateur, votre souris pour arriver à choisir et sélectionner parmi ces choix multiples les questions qui vous semblent le plus d'intérêt pour ce concours d'innovation. Je vous laisse à peu près 30 secondes pour pouvoir voter. Alors, nous n'enregistrons, quelques personnes sont encore en train de voter, mais la quasi-totalité des participants ont désormais voté. Je vous propose d'afficher les réponses. Avec plaisir. Effectivement, les conditions d'éligibilité et de sélection, ce sont le point le plus important pour la majorité des participants. On a également des questions en deuxième qui concernent largement le dépôt. Comment est-ce que ça peut se passer? Et enfin, on aura des questions sur le processus global du concours et les modalités de financement. Donc, j'espère qu'on pourra répondre au mieux à toutes ces questions en priorité. Nous allons reprendre la présentation. Je vous redonne la main. C'est bon de votre côté? Oui, c'est bon de votre côté? J'ai besoin que vous puissiez me repasser la page. Ça y est. Vous devez avoir une notification pour récupérer votre affichage. Je crois qu'il faut que vous reniez le contrôle manuellement et que vous me repassiez pour avoir la notification. C'est fait. Vous devriez avoir la notification normalement. Et voici, c'est bon. Mathieu, est-ce que vous nous entendez? Votre micro est actuellement coupé. Est-ce que vous pouvez l'activer? Bonjour à tous, on a eu une petite coupure, pas de problème. Nous allons vous présenter donc
en deux temps pour le webinaire. Tout d'abord, le PIA 3, Programme Investissement d'Avenir, dans sa troisième phase opérée par l'ADEME, et ensuite rentrer dans le détail du concours innovation pour aller plutôt sur les questions d'éligibilité, de sélection et tout ce qui peut se passer avant le dépôt. En quelques mots pour commencer, le programme des investissements d'avenir existe depuis 2010. Il y a donc eu le PIA 1 et le PIA 2. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du PIA 3. Comme vous pouvez le voir, le programme des investissements d'avenir a financé un nombre d'activités variées, que ce soit au niveau de la taille des entreprises. On a des TPE, PME, ETI, ainsi que des grands groupes, en passant par les organismes de recherche. On constate également une diversité des thématiques financées et on retrouve notamment le transport, les énergies renouvelables qui sont deux des quatre thématiques que l'on retrouve dans le concours d'innovation pour la vague 3. Et on voit enfin qu'en termes de financement, on a eu donc une diversité des modes de financement qui se décomposent en subventions, en avances remboursables, ainsi qu'en prise de participation dans des entreprises dédiées. On reviendra sur les modalités de financement, notamment sur le principe des avances remboursables souhaitées par la suite. Mais globalement, avec cette première présentation, vous pouvez voir que donc des montants importants ont été alloués sur un nombre important également de projets. Donc on a un certain retour d'expérience à ce niveau-là et ça nous permettra de vous préciser les attentes qu'on peut avoir en termes de projet. Et dans le détail de ce que couvre le programme Investissement d'Avenir, il y a donc de nombreuses modalités d'action. C'est un programme qui a été donc décidé par l'État et sur certains sujets, sur certaines thématiques, c'est l'ADEME qui a été retenu en tant qu'opérateur. Il y a une convention entre l'État et l'ADEME qui nous permet de travailler sur un certain nombre de dispositifs. Le concours d'innovation est un de ces dispositifs. Donc l'objet principal est de soutenir des projets innovants portés exclusivement par des startups PME dans la continuité du dispositif IPME pour certains acteurs qui avaient bénéficié de ce premier dispositif qui préfigurait le concours innovation. La troisième vague s'est donc ouverte le 20 février et la clôture est prévue pour le 14 mai 2019 à midi. Vous avez également d'autres actions que vous avez également pu découvrir sur les sites de l'ADEME ou bien sur des communications qui ont pu être faites. On appelle ça pour les questions de démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition. Je saute tout à droite sur la page. Développement de la démonstrateur de la transition énergétique. Donc là également un dispositif qui propose des aides d'État sous forme de subventions et d'avances remboursables. Et enfin, une action spécifique pour le transport et la mobilité, mais donc effectivement assez ciblée puisque l'objectif est ici de valoriser la propriété intellectuelle d'un organisme de recherche public à travers une entreprise qui souhaiterait développer un produit ou un système. Peut-être un tout petit point avant de passer à la slide suivante, comme une des questions évoquées était les questions d'éligibilité. Pour rappel, une PME pour nous est une entreprise de moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions de total bilan, sachant qu'on étudie ce chiffre à l'aune du groupe. Donc, si votre société appartient à un groupe, on évaluera ces points sur l'ensemble du groupe et non sur la seule société. Du coup, pour l'articulation de ces différents appels à projets, on propose ce schéma qui vous permet de positionner potentiellement votre projet au niveau des différents appels à projets de financement. On retrouve tout à gauche les projets R&D de l'ADEME qui sont pour le coup financés sur fonds propres ADEME. Ces appels à projets sont, comme on l'indique, R&D, on est vraiment là sur des développements un peu plus fondamentaux, pas pour but de développer un produit ou un système directement pour le marché, mais vraiment de faire des études amont. Une fois que ces études sont passées, dans une approche continuum de financement, vos projets peuvent être finançables via les appels à projets présentés juste avant, donc de démonstrateurs ou de transport et mobilité, sachant que
on reste quand même assez flexible sur ce que les projets peuvent avoir, mais on garde en tête que sur ces deux gros appels à projets, on a le souhait d'avoir un démonstrateur, en tout cas potentiellement une expérimentation des solutions développées. Et le concours d'innovation se positionne peut-être de façon plus aval, puisque l'idée est effectivement aussi d'arriver pour les PME à un produit qui soit commercialisable, même si on peut comprendre que vous ayez potentiellement une phase d'industrialisation par la suite. On est vraiment sur des projets aval par rapport aux projets R&D de la DEM. Comme l'a expliqué Anthony, le concours d'innovation vise à promouvoir des projets innovants qui puissent être amenés jusque le plus près possible de leur marché avec des premières commercialisations. Vous pouvez également noter que vous avez ADEME Invest. C'est une structure d'investissement qui va être autonome, indépendante de l'ADEME, bien que le nom laisse supposer que c'est une affiliation. Aujourd'hui, ça va être une structure indépendante qui a été créée fin d'année 2018 et qui est en phase de montée en puissance pour proposer de la prise de participation, notamment en fonds propres, pour des premières commerciales dans le domaine de l'industrie et de l'énergie. C'est une structure qui n'est pas encore pleinement opérationnelle. Pour l'instant, c'est vrai que nous la mentionnons dans le dispositif, dans la cartographie des opportunités de financement qui existent, mais ce n'est pas encore quelque chose de pleinement opérationnel. Le concours innovation. Quelles sont les thématiques, tout d'abord, pour vérifier en termes d'éligibilité que vous pouvez candidater à cette troisième vague? Le principal point, c'est d'accélérer le développement et la mise sur marché de solutions et technologies innovantes. Le concours est donc dédié exclusivement à des PME ou des startups, au sens communautaire, comme l'a précisé Anthony, c'est-à-dire moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 43 millions d'euros de bilan. Nous souhaitons donc promouvoir sur les vagues qui sont, enfin sur cette troisième vague opérée par l'ADEME, 4 thématiques dont les principaux éléments vous sont rappelés dans le cahier des charges que vous pouvez trouver en ligne, qui concernent le transport et la mobilité durable, l'efficacité en énergie et en ressources, l'eau et la biodiversité, les énergies renouvelables, le stockage et les systèmes énergétiques. Nous allons passer peut-être un tout petit peu plus de temps pour vous détailler le détail de ces différentes thématiques. Pour la première vague, 46 lauréats avaient été retenus sur 176 projets déposés. Et en deuxième vague, 25 lauréats sur 76 projets déposés. Vous pouvez trouver l'ensemble de ces fiches lauréats sur le site de l'ADEME. La présentation qui vous sera diffusée également permettra de cliquer sur les liens pour directement accéder à l'espace ressources du site de l'ADEME. Au niveau de l'efficacité en énergie et en ressources, rapidement, les innovations attendues concernent une amélioration des performances de l'efficacité énergétique de systèmes de production, que ce soit dans le domaine de l'industrie, dans le système de l'agriculture, dans les questions d'eau également, sur un point de vue de production et quantité d'intrants, de matière, d'énergie, que ce soit du gaz, de l'électricité, que ce soit des consommables. Également, une vision d'efficacité en énergie en ressources sur les rejets qui peuvent être réalisés dans le cadre des milieux. Mathieu, je m'excuse, il y a des coupes de son. Est-ce que vous pouvez tenter de vous rapprocher du micro? On entendait très mal votre dernier point. Je pas de souci. Merci beaucoup. Également des améliorations sur donc tous les effluents qui pourraient être traités, provoqués dans le cadre des différents projets, une réduction donc de l'impact de ces rejets, et également l'optimisation des consommations de matières premières, que ce soit des métaux stratégiques ou des ressources plus rares. Sur la thématique transport et mobilité durable, on aura un focus plus particulier sur les sujets qui peuvent traiter du véhicule autonome ou des véhicules plus globalement connectés. On sera intéressé à traiter de problématiques également d'éco-conception ou de recyclabilité du véhicule, ainsi que les problématiques de management d'énergie. Alors, on peut parler d'énergie électrique, de gaz ou de H2. Et on sera finalement intéressé par toutes les approches innovantes sur les aspects de l'usage des solutions numériques pour la mobilité, et donc notamment la réalisation d'expérimentations pour tester ces systèmes-là. Un point particulier, le déploiement d'infrastructures portuaires et fluviales est exclu du périmètre de ce concours d'innovation.
Peut-être un point pour éviter les malentendus. Quand on parle de véhicules, on est vraiment dans le sens véhicule au sens large et pas uniquement véhicule routier. Donc des sujets qui pourraient traiter des problématiques ferroviaires ou des problématiques maritimes, peuvent également entrer en ligne de compte et pas uniquement sur le véhicule routier. Pour les questions d'eau et de biodiversité, on a donc une approche qui vise à promouvoir des projets qui vont principalement concerner les systèmes d'observation, de surveillance, d'évaluation, je dirais, de la ressource ou de la qualité de cette ressource. L'objectif traite notamment beaucoup des problématiques d'acquisition de données, d'algorithmes, de modélisation, des outils d'aide à la décision. Ça pourrait être également des nouveaux services ou usages pour proposer donc à des bénéficiaires de maîtriser leur consommation. Également des nouveaux modèles, que ce soit des modèles d'affaires ou des modèles organisationnels. Et enfin, pour la thématique énergie renouvelable, on sera sur tous les aspects de production d'énergie ainsi que sur tous les aspects de vecteurs énergétiques. Donc, on retrouvera les aspects technologiques, bien évidemment, mais également les problématiques qui peuvent être liées au prédéploiement, notamment des solutions d'hydrogène dont on parle aujourd'hui. Concernant les points non éligibles, les projets qui traiteraient uniquement des problématiques télécom ou numériques ne sont pas éligibles au sein de cette thématique, sachant que BPI France opère une thématique spécifique sur le numérique et les deep tech. De la même manière, les projets qui porteraient uniquement sur le développement de briques domotiques n'entrent pas dans le périmètre de cette thématique. Et enfin, tous les sujets qui traiteraient des problématiques de véhicules électriques ne sont pas dans la thématique énergie renouvelable, mais plutôt du coup des côtés transport et mobilité. Je vous remercie. Je me permets de vous interrompre une seconde parce qu'on a eu une question. Le moment où on n'a pas bien entendu, il y avait quelques éléments sur l'agriculture qui intéressent plusieurs participants. Juste en introduction, avant les 4 thématiques opérées par l'ADEME, est-ce que vous pourriez juste repréciser ces éléments sur l'agriculture? Effectivement, le point de l'agriculture qu'on appelle agriculture innovante est une thématique qui est traitée par France Agrimaire. Effectivement, on en a peu parlé, c'est une thématique qui cette année est dans cette vague par France Agrimaire. En vous rapprochant un tout petit peu du micro, on vous entend mal à nouveau. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, très bien, merci. Donc, cette thématique est proposée cette année par France Agrimaire concerne donc également des technologies et services numériques, des problématiques d'équipement et matériel. L'important à retenir pour différencier si vous devez plutôt envisager un dépôt côté ADEME ou côté France Agrimaire, c'est essentiellement au niveau des finalités. On ne parle pas en fait exclusivement de technologie. Si vous pensez à un système de production dans le monde de l'agroalimentaire, ou quel que soit le domaine, mais plutôt agroalimentaire, effectivement, la thématique efficacité en énergie et en ressources sera appropriée. Si vous envisagez de travailler sur un nouveau modèle de production agricole, c'est-à-dire production d'alimentation, production d'intrants, de production de matières qui auront vocation à être utilisées dans un parcours culturel, dans un itinéraire culturel, effectivement, ce sera plutôt des sujets d'agriculture innovante. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'agriculture, cette année, est traitée par France Agrimaire. Et je vous invite à contacter France Agrimaire qui vous reparlera plus de détails. Sinon, l'important à retenir pour les 4 thématiques qui sont proposées pour l'ADEME, de manière globale pour celles qui sont également opérées par BPI France, donc santé, bioproduction, numérique, deep tech, French Fab, sécurité et cybersécurité, l'important c'est la finalité de votre projet. C'est cette finalité plus que les moyens pour y arriver et les procédés développés qui vont permettre d'orienter vers la meilleure thématique la plus adéquate. On a également de notre part une certaine souplesse également au moment de l'instruction des projets pour essayer de comprendre le projet et de voir en fonction de la thématique dans laquelle il a été déposé, de pas non plus pénaliser les porteurs parce qu'ils auraient mal compris ou mal interprété une thématique. S'il y a vraiment par contre des erreurs complètes de compréhension du positionnement d'un projet par rapport à une thématique, effectivement, ça sera pénalisant. Mais quand on a des projets qui auraient pu être compris dans l'un ou l'une des thématiques, on aura évidemment cette souplesse d'accepter les projets. Merci. Au niveau de la typologie des projets attendus et de financements qui sont proposés, effectivement, ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est qu'on parle de projets monopartenaires
porté par une PME au sens communautaire. Quand on dit projet monopartenaire, ça n'exclut pas que les entreprises aient développé des contacts, évidemment, avec des laboratoires, avec des organismes de recherche, avec des partenaires industriels, pour permettre que le projet puisse demain trouver son essor. C'est juste que dans la manière de le déposer, la structure administrative du projet doit être monopartenaire. Ces projets doivent démarrer à partir de 600 000 € jusqu'à 5 millions d'euros. Et on aura 2 seuils. On considérera qu'on a des petits projets. Alors, l'appellation petit n'est pas péjorative. C'est juste que c'est des projets de 600 000 à 1 million d'euros qui auront une instruction simple. Cette instruction simple, on y reviendra après dans tout le parcours, et donne une réponse sous 6 semaines. Pour les projets de 1 million d'euros jusqu'à 5 millions d'euros, on parle de gros projets. Pour chacun de ces projets, la durée idéale est de 12 à 36 mois. Inférieur à 12 mois, l'innovation est déjà très présente, trop avancée, et donc on estimera qu'il y a peu d'incitativité de l'aide. Et au-delà de 36 mois, on considérera que la maturité du projet n'est pas encore totalement acquise et qu'on est trop loin du marché. Les financements proposés, c'est 45% des dépenses éligibles pour les projets portés par des petites entreprises. Donc, petite entreprise, on est à moins de 10 salariés et moins de 10 millions de chiffre d'affaires ou de bilan. Et sinon, on est dans le statut PME, en fait, quand on dit moyenne entreprise, avec un taux d'aide de 35% des dépenses éligibles. Quand on parle de la taille des projets, jusqu'à 5 millions, c'est l'ensemble des coûts du projet. Donc, si les gens envisagent d'acheter un foncier, d'avoir des bâtiments, d'avoir éventuellement l'acquisition de machines, un certain nombre de pièces, les dépenses éligibles qui sont précisées ci-dessous, ce sont uniquement sur ces dépenses-là qu'on appliquera le taux d'aide. Donc, il y aura une partie effectivement des dépenses qui ne seront pas éligibles. C'est des éléments qu'on ne peut pas accompagner en raison des modalités d'aide qu'on accompagne en système de recherche, développement et innovation. Les dépenses éligibles concernent les salaires de personnel interne, des salaires non environnés, c'est les salaires bruts directement, et le temps passé sur le projet. Vous avez également de la sous-traitance, des études environnementales pour caractériser le projet, des études de type EPV, des questions de certification du procédé d'un point de vue opérationnel. Idéalement, 30% de sous-traitance maximum. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'investissement de l'État vise à faire en sorte que le développeur du projet capte la valeur. Si jamais c'est la sous-traitance ou les prestataires qui captent l'essentiel de l'investissement, c'est eux qui devraient finalement porter le projet. Contribution aux amortissements. Cette contribution se fait strictement sur les machines, équipements, sur la durée du projet et au prorata de leur utilisation. Si vous achetez une machine que vous pouvez amortir sur 10 ans, 20 ans, et que vous faites un projet en 2 ans, l'amortissement ne considérera que 2 ans, et donc un dixième ou la moitié, un dixième de la durée d'amortissement qu'aurait pu être d'un point de vue comptable. Et si jamais vous utilisez cette machine uniquement pour 50% de sa capacité dans le cadre du projet, on prendra la moitié de cet amortissement. Donc, vous comprenez assez bien que l'essentiel de l'accompagnement se traduit quand même en notion de salaire et de personnel et de sous-traitance. On a la possibilité d'avoir également des frais de mission lorsque vous avez des déplacements avec vos autres potentiels partenaires clients. Vous avez également d'autres coûts qu'on met dans la catégorie des achats de consommables ou de matières qui pourraient être nécessaires à l'élaboration du projet. Et vous avez également une notion de frais connexes forfaitaires, des frais standards qui sont directement associés au salaire de personnel interne. Au niveau du financement, vous avez 2 tiers de subventions et 1 tiers d'avances récupérables. Le mécanisme de ces avances récupérables, on va y revenir juste après, c'est en fait un montant qui vous est alloué au cours du projet et qui devient remboursable si vous atteignez un certain seuil de succès et que le projet se termine dans de bonnes conditions. Si vous n'atteignez pas ces conditions-là, ces parties d'avances récupérables, tout ou partie devient de la subvention. Donc, c'est effectivement un élément important à noter. L'État partage une prise de risque avec vous pour développer les projets. Mais il y a néanmoins des conditions très explicites pour définir dans quel cas ces avances remboursables devront être remboursées. Les versements se font une première tranche au démarrage du projet à 70% de l'aide, donc limitée à 200 000 €. Ensuite, selon la taille du projet, si c'est un grand projet qui a plus d'1 million d'euros, on aura des versements, 1 ou 2 versements intermédiaires, à peu près tous les 6 mois ou tous les ans, ça dépendra des besoins du projet. Et enfin, un solde de 20% minimum du projet pour clôturer l'ensemble de l'apport de l'aide. Le remboursement, donc on parle uniquement du remboursement pour les avances remboursables. Comme j'expliquais, le seuil qui doit être atteint, c'est un seuil commercial
dès lors que vous faites 1 euro de chiffre d'affaires sur les procédés, services, biens, matières ou tous les éléments qui seront produits dans le cadre du projet et que le projet est terminé, vous avez ces deux critères. Dans l'année qui suit, vous devez commencer à rembourser les avances remboursables. Ce remboursement, il se fait en 2 temps. Il y a 2 annuités. Une année, donc 50% d'avance remboursable à l'issue du projet et du premier euro de chiffre d'affaires. Dans le cadre des gros projets, il y a en plus un intéressement supplémentaire de 50% du montant des avances remboursables. Pourquoi ce montant? C'est que pour les gros projets, effectivement, pour certains, quand on a des taux d'actualisation qui sont parfois plus élevés que des prêts bancaires, oui, c'est vrai. Néanmoins, il y a une part de risque qui est prise par l'État qui est largement supérieure à ce que les banques peuvent accompagner. Et comme j'expliquais, cette partie d'avance remboursable peut ne pas être remboursée lorsque le projet est un échec. Évidemment, on souhaite tous que les projets soient des succès, et à ce titre-là, l'État souhaite aussi trouver un intérêt à proposer donc ces mécanismes de financement. Le remboursement de ces 50% supplémentaires pour les grands projets de plus d'1 million concerne uniquement un seuil de type succès commercial. C'est quelque chose qui est défini directement entre nous, l'ADEME, et vous, porteurs de projet, pour comprendre est-ce que le succès est atteint dès lors que vous avez fait non pas 1 euro de chiffre d'affaires, mais 500 000 euros, 1 million d'euros, dès lors que vous avez vendu votre service à une entreprise, plutôt 10 entreprises, 50 entreprises. Il y a différentes manières de le formuler. C'est vrai que c'est quelque chose qui est déterminé au cours de l'instruction du projet. On passe maintenant sur les différents critères, dans la mesure où il s'agissait de votre première question. Pour revenir très rapidement sur les critères d'éligibilité, vous l'aurez compris, on a des critères qui portent sur le porteur de projet, donc l'entreprise. Donc, par rapport à ce qu'on a expliqué avant, il faut absolument que l'entreprise soit considérée comme une PME au sens communautaire. Par ailleurs, deux autres points pour l'entreprise. L'entreprise ne doit pas être considérée comme en difficulté. Le principal critère de cet aspect-là étant que l'entreprise doit à minima avoir plus de 50% de son capital social en fonds propres et du coup, a fortiori, ne pas avoir de fonds propres négatifs. L'autre point qui relève plutôt d'un critère de sélection qui est dans la même veine est la capacité financière de l'entreprise à porter le projet qui est présenté. Typiquement, une société qui aurait disons 100 000 euros de fonds propres et venant nous présenter un projet d'1 million ou de 2 millions d'euros poserait des questions dans l'instruction et donc on s'interrogerait forcément sur la capacité de la société à porter ce projet-là. Le dernier point donc sur le critère d'éligibilité, mais on en a également un peu parlé, c'est vraiment par rapport à la thématique. Et donc si on peut avoir des aspects thématiques où la question se pose de savoir si le projet est pertinent ou non pour la thématique. Il est quand même important pour nous que votre projet soit dans les points que nous avons pu évoquer précédemment et que vous pourrez retrouver dans le cahier des charges de l'appel à projet au niveau des annexes thématiques. Et voilà, enfin, du coup, on retrouve les conditions qui ont été présentées par Mathieu juste au-dessus, de coût du projet et de durée du projet. Maintenant, si on passe sur les critères de sélection, donc les critères d'éligibilité sont vraiment les critères qui vous permettront de déposer un dossier qui sera analysé par nos équipes. Les critères de sélection seront plutôt donc les critères utilisés pour, dans le cadre du concours d'innovation, déterminer les projets financés des projets non financés. On retrouve ainsi les différents critères de sélection sur la slide, sachant que le programme d'investissement d'avenir est encadré par plusieurs ministères, à savoir le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui va avoir pour intérêt de financer des projets qui répondent aux critères d'éco-conditionnalité, qui est un terme générique qui regroupe tous les critères de la transition énergétique et écologique. On attendra donc que vos projets, d'une façon ou d'une autre, participent à cette transition. Et donc, vous retrouverez les différents critères encore une fois, dans le cahier des charges. Donc, il peut s'agir d'une amélioration de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, une réduction des gaz à effet de serre. On peut parler vraiment de
toutes les problématiques d'éco-conditionnalité qu'on retrouve, la frugalité de l'approche dans la réduction des déchets ou vous retrouverez tous ces éléments qui sont importants pour le ministère de la Transition écologique et solidaire. Du côté du ministère de l'Industrie, qui est le deuxième ministère des instances de gouvernance des investissements d'avenir, le point important pour eux est l'aspect et l'impact économique du projet et potentiellement l'impact sociétal également sur les capacités du projet à potentiellement créer de l'emploi sur le territoire national. Et donc effectivement la qualité, la robustesse du modèle économique que vous porterez et le marché que vous souhaitez viser, de façon à ce que nous puissions évaluer dans quelle mesure votre projet pourrait permettre le développement économique de votre entreprise. Le dernier point qui concerne plutôt le ministère de la Recherche, donc sur l'aspect innovant du projet, puisque effectivement on reste dans le concours d'innovation. Parfait. Et sur le caractère innovant, pour nous, il est important que vos projets puissent aussi bénéficier à l'ensemble de l'écosystème d'innovation en France et qu'il ne s'agisse pas uniquement que de déployer ou que de faire évoluer une solution qui pourrait exister déjà dans votre entreprise, mais bien de proposer quelque chose de particulièrement innovant par rapport à l'état de l'art. Et pour rappel, l'état de l'art pour nous ne concerne pas uniquement l'état de l'art de votre société sur le sujet concerné, mais bien l'état de l'art mondial des solutions développées qui répondent aux besoins de la solution que vous développez. Et comme on l'a évoqué juste avant, effectivement, là, on regardera la capacité du porteur à mener à bien le projet, que ce soit sur l'aspect financier, comme on a pu le dire précédemment, mais également sur la capacité ou la taille des équipes à pouvoir mener un projet d'une certaine taille. Enfin, le dernier point, concernant les pôles de compétitivité, nous vous conseillons de vous rapprocher le plus possible des pôles de compétitivité de vos thématiques, car ils auront la capacité de vous accompagner, soit pour définir le meilleur guichet pour le projet, le guichet de financement pour le projet que vous porterez, sachant que le concours d'innovation a également sa déclinaison régionale, qui peut aussi être intéressant pour les projets que vous pouvez porter. Mais par ailleurs, le pôle de compétitivité peut également vous indiquer des guichets de financement hors concours d'innovation qui peuvent vous intéresser. Une entreprise peut parfois être plus intéressée pour un financement sous forme de prise de participation en vue d'une augmentation de capital, plutôt qu'un financement sous forme de projet tel qu'on peut l'évoquer ici. Et le dernier point pour le pôle de compétitivité est effectivement qu'ils ont la possibilité de labelliser les projets que vous pourrez déposer. Et pour nous, la labellisation est un gage de qualité, aussi bien dans le fond que dans la forme. En effet, le pôle de compétitivité aura une analyse préalable des projets qui nous permettra de nous garantir que justement les points fondamentaux, que ce soit sur les aspects de critères d'éligibilité et à minima sur les critères de sélection, sont bien respectés. Au niveau du processus global du calendrier, donc la vague 3 s'est ouverte le 20 février et se clôture le 14 mai. Pour déposer les projets, vous avez accès à la boîte du concours innovation. Vous pouvez également nous contacter si vous avez des questions. C'est vrai que vu la volumétrie des dossiers, nous ne pouvons pas répondre spécifiquement à tous les porteurs pour leur demander dans le détail d'analyser leur dossier en amont du dépôt. C'est quelque chose qui n'est malheureusement pas possible. En revanche, on est tout à fait disposé, comme pour ce webinaire, ou répondre à des questions, je dirais, d'esprit du concours pour que les porteurs puissent au mieux cibler, dans le cadre de leur projet, comment orienter, comment raconter aussi l'histoire de leur projet pour au mieux qu'on comprenne, qu'on arrive à se projeter et à vérifier que les critères de ce concours sont vérifiés. Si le projet est éligible et retenu, dans sa première phase de présélection, il y aura donc des auditions à prévoir. Ces auditions sont un temps important pour les porteurs, puisque vous devrez présenter très rapidement, en 20 minutes de présentation et 20 minutes de questions-réponses, face à un jury qui sera, donc comme l'a mentionné Anthony, avec les différents ministères, avec le SGPI, le secrétariat général pour l'investissement du Premier ministre, avec également des personnalités qualifiées spécialistes dans leur domaine,
les parties prenantes de l'ADEME devraient présenter donc votre projet, et de l'issue de ces auditions sera déterminante pour savoir si vous êtes financé. Dans le cas des petits projets, l'ensemble de ce processus prend 6 semaines entre le moment où vous avez déposé la clôture et le moment où vous avez une réponse favorable ou défavorable de financement. Pour les projets à plus d'1 million d'euros, il y a un temps supplémentaire, puisque un besoin d'approfondissement du dossier. Il y aura une réunion d'expertise qui sera proposée. Ces experts seront choisis sur un panel qui sont déjà connus. On vous propose des experts avec en plus des questions de confidentialité relativement strictes. Les porteurs peuvent choisir de réfuter un expert s'ils ne sont pas satisfaits ou s'ils craignent pour des questions de confidentialité. Cette réunion d'expertise vise à approfondir le dossier, à répondre à des questions complémentaires. Et à l'issue de cette réunion d'expertise, les décisions seront proposées pour financement ou non financement. L'ensemble du processus prend 3 mois. Donc, pour les projets qui auraient été déposés en mai, vous auriez une réponse à mi-juillet. Pour les projets à plus d'1 million d'euros, vous auriez une réponse à mi-octobre. Le fait d'avoir cette réponse, il reste encore quelques étapes. Vous avez une décision opposable, dite décision Premier ministre, qui statue que votre projet est retenu avec un montant de dépenses éligibles et un montant d'aide. Il y a néanmoins encore des étapes de contractualisation qui interviendront, c'est-à-dire que vous devez contractualiser avec l'ADEME qui est opérateur. Et là, vous êtes pris en main, pris en charge, on vous accompagne de bout en bout pour toutes les étapes de signature de la convention, des pièces. Ce sont des étapes qui peuvent prendre jusqu'à 3 mois, puisque nous avons 3 mois de caducité pour régler tous les paramètres. Et à l'issue de cette phase de conventionnement, vous aurez les premières étapes de versement des aides, sous réserve de respect de toutes les conditions éventuellement suspensives qui auraient éventuellement pu être ajoutées au dossier, et surtout avec le respect des conditions de fonds propres dont vous devez disposer à ce moment-là. Pour les questions avant le dépôt, pour le projet, je vous invite largement à aller consulter sur le site internet l'ensemble des pièces et des annexes qui sont demandées. Vous avez un total de 4 annexes. Ces annexes concernent une description du projet de manière plutôt littéraire. Vous avez également des pièces administratives à fournir et également, surtout, une description sous la forme de tableau, un fichier Excel, qui détaille lot par lot, activité par activité, l'ensemble des coûts du projet. C'est essentiel pour nous parce qu'on finance bien des projets, on finance bien des activités et des tâches et on ne peut pas financer directement l'activité de l'entreprise au global. On doit être capable de flécher chacun des montants, chaque euro d'aide doit pouvoir être fléché vers une activité spécifique. Cette activité, on doit, nous, en tant qu'opérateur, vérifier qu'elle est bien éligible et qu'elle peut bien prétendre à l'obtention d'une aide. Pour ceux qui auraient déjà des projets par ailleurs en cours auprès d'autres opérateurs, que ce soit dans le cadre du programme investissement d'avenir ou d'autres aides au public, les aides sont cumulables sous réserve que le meilleur financeur, je dirais des financeurs impliqués, ne dépasse pas le taux maximum. Dit autrement, si nous on est capable de financer côté ADEME à 45%, mais que vous avez déjà un projet qui va financer 20% de vos montants, on rajoutera les 25% et on ne pourra pas aller au-delà. Généralement, c'est bien en amont de nous prévenir quand même pour ces questions-là, qu'on puisse s'accorder avec les différents opérateurs pour vous donner le meilleur guichet qui serait pertinent pour votre projet, afin d'éviter que vous déposiez plusieurs dossiers pour au final avoir le même taux d'aide, quel que soit le projet déposé. Enfin, vous retrouverez via cette présentation qui vous sera diffusée les contacts donc des différents appels à projets. Effectivement, vous trouverez un portail par opérateur, donc pour l'ADEME, pour BPI France, pour France Agrimaire, ainsi qu'une adresse mail de contact pour chacune des thématiques opérées par chacun de ces opérateurs. Concernant la date de clôture, effectivement, la clôture est au 14 mai à midi. Nous vous conseillons fortement d'engager les démarches pour ouvrir votre dossier sur la plateforme et remplir les éléments demandés en amont de cette clôture, dans la mesure où un certain nombre d'éléments sont demandés on a pu avoir quelques retours d'expérience sur des dépôts tardifs qui n'ont pas été recevables. Donc nous vous conseillons d'entamer les démarches en amont de la clôture et de garder un peu de marge quant à cette dette. Merci.
vous avez des questions, vous avez pu les poser. Vous pouvez continuer à en poser s'il y a certains éléments n'ont pas été précisés. Vous avez nos contacts et nous avons maintenant un temps d'échange. Brice, si vous avez également plus de visibilité sur les questions qui ont été Oui, posées. oui, merci beaucoup pour votre présentation. Alors effectivement, il y a un certain nombre de questions qui nous sont déjà parvenues. Certaines concernent plutôt les typologies de projets qui sont éligibles et d'autres le financement. Alors, il y a notamment une question récurrente qui concerne les besoins en fonds propres, en capitaux propres. Est-ce qu'il y a un montant minimum, un plancher? Est-ce que vous pouvez préciser ces éléments-là sur les capitaux en fonds propres? Effectivement, l'obligation de disposer de fonds propres au bon moment dans le cadre du projet est une obligation européenne. On ne peut verser 1 euro d'aide que si le porteur du projet dispose d'1 euro de fonds propres. Quand on parle de fonds propres, on prend en compte donc la définition des fonds propres, également les comptes courants d'associés, bloqués. Ces fonds propres, ils doivent être disponibles, comme je dis, au début du projet, à minima le montant qui doit être versé au moment de la notification, c'est-à-dire dans une limite de 200 000 euros ou 70% de l'aide. Pour un projet qui pourrait bénéficier, par exemple, de 500 000 euros d'aide, que ce soit sous forme donc, de subvention ou d'avance remboursable, le porteur devra disposer de 70% de ce montant au démarrage du projet. En fin de projet, le porteur devra disposer de l'ensemble de l'aide cumulée en fonds propres. Donc, il y a une phase de progression, de montée en puissance financière, de la capacité financière au cours du projet. Souvent, soit ça se traduit par des montées successives de capitaux, de montées successives de l'assiette financière. Ça peut passer par des prises de participation privées et ou publiques. Le seul point, c'est qu'effectivement, si la structure évolue et part d'un statut de PME et devient progressivement, du fait des prises de participation successives, une grande entreprise, pour l'instant, c'est vrai que c'est un point de vigilance. Nous, on ne peut financer dans le cadre de ce concours que des PME. Et donc, les fonds propres sont bien une obligation pour le démarrage du projet, un point important à anticiper. Souvent, les porteurs, pour certains, prévoient des projets très pertinents, très intéressants, mais peuvent se retrouver bloqués au moment du projet parce qu'ils ne disposent pas de cette capacité financière. Et c'est un point de vigilance qu'on souhaitait rappeler. Très bien. Je vous remercie. Il y a d'autres questions qui concernent les montants. Si jamais on avait un projet dont le montant est assez significativement plus petit que le minimum, c'est-à-dire à quelques centaines de kilos euros près, est-ce que l'on peut quand même candidater? Non, on ne peut pas candidater pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, le montant qui a été fixé vise des projets avec une ambition à minima nationale. Pour des projets qui ont une ambition, je dirais au moins nationale ou moins, mais qui ont une assiette financière, un total de coût projet plus faible, il y a le concours innovation régionale qui semblerait plus indiqué. Effectivement, le comité de pilotage du concours innovation souhaite que les projets qui n'ont pas de montant, il n'y a pas encore de dérogation envisagée, soient fléchés plutôt vers d'autres guichets. Le concours d'innovation régionale est opéré par deux pays. Merci. Alors, il y a des questions, par exemple, quid des projets portés par des PME en création ou créés depuis très peu? Est-ce que ce type d'entreprise rentre bien dans le Alors, nous, cadre du projet? on a absolument besoin de contractualiser avec quelqu'un. Donc, on ne recevra que des projets portés par des entreprises déjà déclarées au registre du commerce et fiscalement domiciliées en France. Donc, pour le coup, c'est une contrainte d'éligibilité. Donc, par rapport à la problématique des entreprises en cours de création, non. Nous ne recevrons que nous n'étudierons que des projets portés par des entreprises déclarées à la date du dépôt du dossier. Et pour les entreprises nouvellement créées, on reviendrait sur la contrainte qu'on évoquait juste avant des fonds propres. À la limite que l'entreprise soit complètement nouvelle, c'est pas forcément un problème d'éligibilité. Et à partir du moment où elle est suffisamment capitalisée pour justifier de sa capacité à porter le projet et à financer la partie complémentaire que nous ne finançons pas, on pourra étudier le projet. Et donc là, ça relève plutôt des critères de sélection qui sera de savoir si, en prenant toutes choses égales par ailleurs, deux projets similaires, un porté par une entreprise tout nouvellement créée
et le même projet porté par une entreprise ayant plusieurs années d'existence, dont les projets seront mis en concurrence. D'accord. Et dans le cas d'une entreprise type start-up assez récemment créée, est-ce qu'il faut avoir impérativement 1 an d'activité? Alors, à minima, si vous n'avez pas, si l'entreprise n'est pas capable de nous présenter une liasse fiscale, donc en supposant qu'elle ait moins d'1 an d'activité, on demandera un arrêté comptable comme document justificatif pour pouvoir attester des fonds propres de la société. D'accord. Ah, on ne vous entend pas bien. D'existence, la durée d'existence d'une société, pour nous, est intéressante surtout pour justifier de son expérience éventuelle dans un domaine, ou du fait de l'expérience ou du CV des porteurs. Mais ça ne rentre pas en ligne de compte sur l'effet chiffre d'affaires. Le fait d'avoir du chiffre d'affaires déjà existant ou une activité récurrente, ça permet en fait de solidifier la situation financière. Mais ce n'est pas un point, je dirais, pénalisant pour les jeunes entreprises nouvellement créées qui disposent déjà de capitaux par ailleurs. D'accord. Alors, une question, si 2 PME souhaitent proposer une solution innovante en combinant leurs 2 expertises complémentaires, est-ce que cela peut s'inscrire dans cet appel à projet? Alors, on a pu avoir un cas comme ça, mais qui a posé problème. On est bien là dans le cadre d'un projet monopartenaire. Donc, 2 situations à ce que vous évoquez. Soit 2 entreprises ont chacune leur expertise, développent chacune 2 solutions qui, à la fin, permet de proposer éventuellement un système qui agrège les 2 solutions. Potentiellement, ces entreprises pourraient déposer 2 projets parce qu'elles développent chacune leur solution, quand bien même cela s'inscrit dans un système plus global à la fin. Par contre, une situation où on aurait une entreprise qui développe un système par l'apport de son développement à elle, plus l'apport d'une société annexe, qui ferait qu'on verrait cette entreprise en sous-traitance à hauteur de plus de 30% dans le projet, nous poserait problème. Je balaye les questions. On inviterait les porteurs à s'orienter peut-être vers d'autres dispositifs comme les appels à projets démonstrateurs, qui eux permettent des projets à plusieurs partenaires. Et donc, si les 2 entreprises souhaitent développer le projet, la seule contrainte d'éligibilité des dossiers, effectivement, c'est que le montant total du projet, lui, doit être supérieur à 2 millions d'euros. D'accord. Je reviens sur des questions qui sont plus propres aux typologies, enfin aux thématiques. Est-ce que la gestion des déchets est aussi dans les projets éligibles? Est-ce que la thématique de gestion des déchets rentre Nous dans le cadre n'avons de cet appel à projet? Nous n'avons pas cette année en vague 3 de thématiques à proprement parler économie circulaire ou spécialement sur les déchets. La problématique de gestion des déchets, ou le projet en tout cas, serait recevable s'il traite soit d'une partie d'optimisation d'un procédé de collecte. Si jamais il traite sur un procédé de recyclage ou d'éco-conception qui viserait à consommer moins de matière dans la fabrication d'un produit, ou alors moins d'énergie dans les procédés de recyclage. Donc, la problématique des déchets en tant que telle, c'est pas sur l'objet du déchet et de sa réutilisation, de ses réemplois qui nous intéresserait le plus. Ça serait vraiment sous l'angle soit d'une optimisation d'énergie, soit au niveau de la réduction de l'émission d'effluents et d'intrants dans les milieux. Donc, comme je disais, c'était soit les thématiques plutôt efficacité énergétique et matière et eau et biodiversité principalement. D'accord. Justement, sur la thématique eau et biodiversité, on vous demande si les stations d'épuration rentrent dans cette catégorie. Dès lors qu'une station d'épuration pourra présenter un procédé innovant, démontré par un état de l'art, au moins effectivement à l'échelle européenne, oui, parce que les stations d'épuration visent à réduire justement, c'est leur vocation même. Par contre, on sera assez vigilant sur justement la notion d'innovation. Quand on parle d'innovation, c'est aussi sur l'usage. Vraiment de dire on est les meilleurs parce qu'on utilise une technologie de pointe et on est les seuls à le faire, alors que d'autres acteurs ont des technologies différentes, mais pour la même finalité. Les stations d'épuration qui utilisent des produits chimiques ou des combinaisons avec des micro-organismes, on regardera l'ensemble des dispositifs qui existent et ce sera aux porteurs de projet de nous faire la démonstration
que son procédé est innovant. Et également tous les autres critères par ailleurs, mais donc les stations d'expiration, oui, sont éligibles. Entendu, merci. Une question également sur les thématiques. Est-ce que les véhicules connectés, enfin, est-ce que la thématique véhicules connectés peut reconnaître des projets du type aéronautique? Là, le participant nous parle par exemple d'un dirigeable. A priori, la thématique aéronautique est plus spécifiquement traitée par le CORAC, qui a un budget dédié de 150 millions d'euros par an sur les thématiques aéronautiques. Donc on est normalement pas prioritairement sur ces thématiques. Néanmoins, encore une fois, pour ces aspects-là, le pôle de compétitivité Aerospace Valley sera à même de vous préciser par rapport à la typologie de votre projet ce qui serait le plus adapté en termes de guichet de financement. D'accord. Alors, il y a quelques autres questions sur la question toujours de des fonds propres. Le montant du projet est-il indexé sur le capital de la PME? Exemple, un capital SAS à 100 kg est-il égal à un projet à 100 kg maximum? Ou peut-on avoir un capital inférieur à celui du montant du projet? C'est à nouveau pour clarifier, pour rappel. Déjà, on parle pas de capitaux, on parle pas de capital social, on parle bien de capitaux propres. Donc nous, le capital social a peu d'intérêt pour nous. Donc ça correspond, si vous regardez sur votre case fiscale, à la ligne DL. Et donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, nous, on évalue plutôt l'équivalence des capitaux propres avec le montant d'aide et pas avec le coût total du projet. Donc, si vous prenez un montant d'aide à 45%, globalement, une entreprise qui aurait 100 de capitaux propres et qui pourrait avoir 100 d'aides aurait du coup un projet potentiellement de 190. Si on parle pas en kilo-euros, parce que là, on serait du coup pas dans les... Entendu, merci. Une question, est-ce que vous avez un exemple de frais connexes forfaitaires? Mais du coup, les frais connexes ne sont pas donc le fait de justement de dire qu'ils sont forfaitaires correspond à un calcul mathématique qui sera fait qui équivaut à 20% des coûts de dépenses directes et on ne demande pas aux porteurs de projet de démontrer ces dépenses-là. On considère que dans ces 20% de frais connexes, donc des 20% de coûts de personnel direct, on retrouve la facture d'électricité, les coûts d'infrastructure, les tubes de colle ou les crayons, enfin, toutes les dépenses qui ont trait à la réalisation du projet R&D, qui sont des éléments trop petits pris individuellement pour être chiffrés individuellement. Ce qui est important, c'est qu'au niveau de la déclaration des frais de personnel, ce soit bien des salaires bruts non environnés qui soient déclarés. Et comme ça, les frais connexes forfaitaires seront bien calculés. Si jamais les porteurs de projet intègrent les coûts environnés de dépenses de salaire, on risque d'avoir une erreur de calcul et nous, dans ces cas-là, on demandera aux porteurs de corriger ces éléments-là. Entendu, merci. Une autre question, bonjour. Pourriez-vous préciser les modalités des intéressements demandés dans le cadre des gros projets? Au niveau des intéressements demandés, on a deux choses. L'aide telle que versée contient des subventions et de l'avance remboursable. Chacun des versements d'aide sera fait avec la même quotité de subvention un tiers et la même quotité d'avance remboursable deux tiers. C'est systématique, c'est pas négociable. Au fur et à mesure du projet, il y aura donc 70% d'aide dans une limite de 200 000 € qui seront versés au démarrage du projet, à la notification, et 20% au sol. On aura des étapes intermédiaires, des étapes clés qui permettront d'avoir des versements intermédiaires. Au fur et à mesure du projet, donc le montant d'avance remboursable décaissé par l'ADEME et les investissements d'avenir vers le porteur du projet va augmenter. En fin de projet, l'ensemble de l'avance remboursable aura été versé. Et les mécanismes d'intéressement vont se traduire par l'application d'un taux d'actualisation qui aura été fixé au moment de la contractualisation du projet. Donc un projet qui est contractualisé dans 3 mois
on appliquera les taux de la Commission européenne de référence qui nous permet de définir le taux d'actualisation. Et cette actualisation courra sur la durée de versement du projet. Et donc, ce montant actualisé sera le montant minimum qui pourra être récupéré par l'ADEME. Ce montant d'avance remboursable devra être remboursé pour les gros projets en 4 annuités. 2 annuités qui rembourseront moitié-moitié l'avance remboursable qui a été versée et 2 annuités supplémentaires pour rembourser 50% de cette avance remboursable en cas de succès commercial. C'est-à-dire qu'à l'issue du projet, 1 an après la fin du projet, généralement, si jamais le projet s'est bien déroulé et que des premières ventes sont réalisées, les 4 années suivantes, pour chacune, permettront de rembourser les montants actualisés de l'avance remboursable. Donc 100% en 2 annuités et 50% d'avance remboursable en 2 annuités. Ça ne concerne strictement que les gros projets. Pour les petits projets, on n'a que les mécanismes de remboursement des 100% d'avance remboursable. On n'a pas de sous-remboursement. Pour les taux d'intéressement qui ont été appliqués, effectivement, on a des taux d'actualisation qui tournent aux alentours de 0,84, maintenant 0,82%. Ce sont des éléments qui sont fixés par la Commission européenne sur lesquels nous n'avons pas la main. Merci. Plusieurs questions sur la complémentarité d'appel à projet et de financement. Celle-ci, bonjour, concernant les critères d'éligibilité. Il est indiqué dans le cahier des charges, page 4, un soutien au titre des appels à projets innovation régionaux est incompatible avec un soutien au titre du présent appel à projet concours innovation. L'entreprise peut-elle quand même déposer un dossier concours innovation si le projet est différent de celui présenté sur l'appel régional? L'appel est, effectivement, on raisonnera en termes de périmètre projet. Donc, si l'entreprise a plusieurs projets d'innovation en cours et souhaite déposer 2 projets de périmètre complètement différents à 2 guichets, c'est tout à fait possible. Nous sommes quand même intéressés pour avoir l'information que l'entreprise a déposé des projets d'innovation à d'autres guichets, et c'est l'intérêt justement de la déclaration des financements perçus pour pouvoir évaluer la capacité de l'entreprise à porter un certain nombre de projets concomitamment. Si jamais le projet est envisagé à 2 guichets différents, que ce soit un concours d'innovation nationale, le présent, ou alors un concours d'innovation régionale, par contre, cela ne sera pas possible. Comment ça se passe? Si le porteur de projet le dépose sur les 2 plateformes, nous avons des échanges avec BPI France, avec France Agrimaire. Au moment de la relevée des différents projets, on croise aussi les différents éléments. On risque de rejeter un projet assez rapidement en disant mais finalement il n'y a pas d'eux. Donc pour le porteur de projet, c'est le risque de faire 2 dossiers différents, de passer du temps en plus et d'avoir des modalités d'instruction avec des angles d'attaque un peu différents. Il vaut mieux qu'il nous contacte en avance en nous disant voilà la teneur de mon projet et vers le guichet vers lequel je souhaiterais m'orienter. Est-ce que vous me confirmez que ça paraît pertinent? D'accord. Sur les questions de financement, les dépenses de sous-traitance sont éligibles à hauteur de 30%. Quid des dépenses qui concernent une prestation informatique, plateforme web et ou digitalisation d'un territoire? Ces éléments de prestation, typiquement l'exemple que vous voulez me donner, une prestation web, sont éligibles. Par les prestations de sous-traitance, on entend l'ensemble des éléments, je dirais, d'études, de prestations intellectuelles, de certification, de procédés qui pourraient être réalisés par des tiers. Ça peut être également des travaux faits à façon, ça peut être des travaux de chaudronnerie, des travaux de construction, des travaux de remise en état. Il faut bien comprendre que ces travaux doivent être directement liés au projet d'innovation. On ne peut pas profiter, on dirait, du concours pour retravailler dans un bâtiment qui accueillera le site, mais que le bâtiment accueille sur une superficie uniquement 20% de sa surface soit dédiée au projet. On ne prendra évidemment pas tous les sujets de sous-traitance qui ne seraient pas dans le cadre du projet. Et un détail supplémentaire, pour pas qu'il y ait de malentendus, par rapport à la formulation que vous avez évoquée, le financement de la sous-traitance se fait au même taux que le financement des autres postes de dépenses. Donc, si votre entreprise est financée à 45%, elle sera financée à 45% sur l'ensemble de ses postes de dépenses. Le 30% qu'on a évoqué dans la présentation est à évaluer au regard du coût total du projet.
on ne souhaite pas avoir des projets dont le coût total dans lequel la sous-traitance représenterait plus de 30% du coût total. D'accord. Qui sont également éligibles, la sous-traitance sur des questions de certification, comme je dis, de procédés ou certification environnementale, type des études de type ACV, analyse de cycle de vie. Ce sont des éléments qui sont pris en compte et j'invite les porteurs d'ailleurs systématiquement à envisager de réaliser ces études-là au cours de leur projet. En termes de critères d'éligibilité et de sélection, on a évoqué les sujets d'éco-conditionnalité. On préfère un projet qui pose des hypothèses déjà avancées sur les gains environnementaux qu'apporte son projet et qu'ensuite ce soit vérifié au cours du projet, plutôt qu'un projet qui arriverait de manière assez candide, on va dire, sur ces questions d'environnement, pour au final se rendre compte qu'au cours du projet, la certification démontrerait que le projet ne répond pas à des enjeux environnementaux. On accepte des projets qui ne fassent à peu près des choses équivalentes à aujourd'hui, mais certainement pas des projets qui iraient contre les bonnes pratiques environnementales. Substituer un procédé par un procédé plus énergivore ou déplacer une problématique de matière sur une problématique de matière plus rare, ce sont des exemples de projets qui ne peuvent pas être retenus au final. Entendu. Mais du coup, les innovations, une autre question sur les innovations autres que technologiques sont-elles éligibles? Exemple, innovation d'usage ou des modèles d'affaires. Et ce qui va en lien avec une deuxième question, un projet portant sur un nouveau modèle d'affaires dans le bâtiment peut-il être soumis lors de ce concours d'innovation? Alors, bon, la thématique bâtiment n'est pas visée dans cet appel à projet, il le sera dans la vague 4, probablement. Donc, du coup, a priori, pour répondre à la première question de est-il possible d'avoir de l'innovation hors de l'innovation technologique? Oui, tout à fait, et pour nous, c'est toujours intéressant. Par contre, on reste dans l'idée que l'entreprise doit nous démontrer un business model ou un business plan à l'issue de ses travaux pour montrer un développement économique de son entreprise grâce à ses travaux d'innovation. Merci. Alors, je reviens sur une question à laquelle vous avez déjà répondu, sur la gestion des déchets, mais là, il y a un exemple, ça va permettre, si la personne nous a rejoint en cours de route, de repréciser ce point pour tout le monde. Est-ce que la gestion des déchets est aussi dans les projets? Mais est-ce que si l'on a une solution innovante, labellisée par Systématique, dans le domaine de la pré-collecte et de collecte intelligente, est-ce que c'est une typologie de projet qui peut être prise en compte? Répétez la question, je suis pas sûr de l'avoir bien entendu. Oui, bien sûr. Alors sur la partie gestion des déchets, est-ce que finalement dans le domaine de la collecte, pré-collecte et collecte intelligente des déchets, c'est une typologie qui est prise en compte dans cet appel à projet? Là encore, on essaiera de se rattacher aux différentes thématiques existantes qui ne mentionnent pas telles quelles les déchets. Les questions qui pourront se poser, c'est est-ce que cette collecte fait appel à des questions de transport et de moyens innovants en termes de transport et de mobilité? Et où est-ce que ce projet envisage d'avoir une efficience au niveau de la récupération, que ce soit par exemple des moyens de collecte qui seront bien moins énergivores ou qui feront appel à plus de collectivités et plus de mutualisation et pèseront moins sur l'ensemble de la collectivité. Dans le premier cas, on la thématique transport et mobilité durable. Dans le deuxième cas, on pourrait parler sur les thématiques efficacité en énergie et en ressources. Il est également envisageable de dire si jamais cette problématique, je n'ai pas le détail du projet, mais veut travailler sur des questions d'énergie renouvelable, on serait, je pense, plus à la marge pour cette thématique. Mais en tant que tel, pré-collecte de déchets, je dirais, ce ne serait pas le bon angle d'attaque pour déposer le projet. Il faudrait arriver à le raccrocher aux thématiques existantes. Très bien. Une question qui est arrivée en cours de présentation. Les certifications sont donc bien éligibles? Vous venez d'y répondre très clairement oui. Je voudrais juste apporter, c'est bien que vous posiez la question, effectivement, j'allais y revenir. Les certifications pour des questions de procédé et non pas les questions de certification qualité. Je fais une petite nuance des certifications de type ETV ou ACV. Dans ces cas-là, c'est plutôt une étude de type ACV qu'une certification. Sont éligibles. Les éléments qui viseraient à faire certifier des normes qualité ou des sujets aujourd'hui réglementaires ne sont pas éligibles. De manière globale, tout ce qui touche au dépôt de propriété intellectuelle n'est pas éligible. Ce qui touche au sujet je dirais, de rétrofit, de mise à niveau technologique ne seront pas considérées comme innovantes et donc non financées.
les sujets qui touchent à de la certification au titre de qualité, c'est-à-dire des certifications dans le domaine de l'agroalimentaire, des questions de certification de processus et autres, ne seront pas non plus éligibles. On parle bien de faire certifier le procédé, mais donc dans sa caractérisation et non pas sur un label qualité directement. Ces éléments qui permettent d'avoir, je dirais, des plus-values évidemment commerciales ne sont pas accompagnés dans le cadre du concours innovation. D'accord, merci. J'invite au global, pardon, les porteurs à néanmoins expliquer qu'ils souhaitent avoir ces démarches-là, de déposer les coûts également associés. Nous, ça nous permet d'avoir la visibilité quand même sur l'ensemble du projet et de comprendre qu'ils ont cette démarche qualité. Le fait qu'on ne les finance pas ne dit pas qu'on n'est pas intéressé, bien au contraire. Le fait que les porteurs aient cette démarche-là est un plus dans le cadre du projet. C'est juste que nous n'avons pas les moyens, en termes de modalités d'accompagnement, de pouvoir aider cette typologie de dépenses. Merci. Alors, il y a plusieurs questions sur le taux global de financement des 45%. Est-ce que c'est donc le montant maximum, tout financement confondu? Et est-ce que ces 45% correspondent bien au total subvention plus avance? Ce total de 45 ou de 35, selon la taille de l'entreprise, est calculé de la manière suivante. On prend l'ensemble des dépenses du projet, donc qui doivent être comprises entre 600 000 et 5 millions d'euros. Sur ces dépenses-là, on va avoir un travail de retraitement pour justement écarter les dépenses que j'ai évoquées avant qui ne sont pas éligibles. On va vérifier que l'ensemble des dépenses sont bien affectées au projet et on va obtenir un montant total de dépenses dites éligibles. Ces dépenses éligibles vont contenir des frais de personnel, vont contenir un peu d'amortissement, vont contenir des frais de mission, des questions de sous-traitance. On va regarder sur l'ensemble de l'éligibilité, est-ce qu'on a des ratios entre les différentes dépenses qui nous paraissent cohérents pour le projet qui est déposé. Et sur ces montants de dépenses éligibles, on applique directement le taux. Ça donne une enveloppe théorique maximale de l'aide. Cette aide, elle pourrait être obtenue sous réserve de présenter l'ensemble des justificatifs de dépenses qui ont été réalisés au cours du projet. Donc à chaque fois, le montant total qui est déposé correspond peu ou prou au montant des dépenses éligibles. On applique le taux d'aide et c'est ce montant-là qu'il faudra justifier au cours du projet. Merci. Une question, combien de projets seront retenus pour cette vague 3? On n'a pas aujourd'hui un nombre, je dirais, on n'est pas arrêté à une question de nombre, on est arrêté à une question d'enveloppe, essentiellement budgétaire. On a un consommable reste à faire sur la DT. Aujourd'hui, je dirais que c'est dans les standards des précédentes vagues. On a vocation à présenter un certain nombre de projets, de les retenir. Aujourd'hui, on peut estimer que le taux de sélection est à peu près d'un tiers, un quart, selon les vagues. C'est à peu près l'idée. On est quand même relativement, je dirais, bienveillant sur les projets. Et dans certains cas, les projets qui ne sont pas retenus pour différentes raisons, notamment de guichets, on les réoriente des fois pour des issues plus favorables vers soit des appels à projets démonstrateurs, soit vers le concours d'innovation régionale. Donc les projets qui ne sont pas du tout financés en aucun cas et en aucun guichet sont beaucoup moins nombreux. Merci. Une question qui est revenue plusieurs fois sur la localisation de l'entreprise. Par exemple, est-ce qu'un projet peut être porté par une entreprise domiciliée dans un DOM, mais avec une présence en métropole? Et il y avait également quelqu'un qui avait posé une question sur où là, l'entreprise était localisée en Belgique. Est-ce que c'est possible ou pas de candidater au concours d'innovation? Alors, ce qui est important, c'est la territorialité du projet. C'est-à-dire où le projet va-t-il avoir un impact? Si le projet a des impacts essentiellement d'emploi en France, ça veut dire que l'entreprise, quelle que soit, je dirais, sa nationalité, va devoir ouvrir potentiellement une activité en France. Donc cette société belge, par exemple, si jamais elle souhaite développer une activité en France, il faudra qu'elle ouvre une structure en France et qu'elle crée un minimum d'emplois. Elle ne pourra pas piloter son projet directement depuis la Belgique. Les aides proposées dans le cadre du concours d'innovation sont des aides d'État qui ne peuvent être destinées qu'à des entreprises domiciliées en France. J'insiste sur le mot entreprise domiciliée en France, et ça peut être des entreprises étrangères. Mais dès lors qu'elles ont un siège en France et une activité en France, elles sont éligibles. Pour les activités proposées par des entreprises dans les DOM-TOM,
aujourd'hui, c'est sur le territoire national français. Donc la question, je dirais, il n'y a pas de problématique là-dessus. Très bien, merci. Plusieurs questions sur les niveaux de TRL. Peut-on avoir des TRL plus bas que 7 au démarrage, mais dont l'objectif est de passer à un TRL de 7 en fin de projet? Est-ce qu'on est éligible au concours d'innovation dans ce cas-là? Alors, on est peut-être plus à la marge de ce qui est possible de faire, la cible étant principalement de développer un procédé ou un service et de le commercialiser. Si à l'issue du projet concours innovation, le porteur est capable de très précisément argumenter sur comment, à l'issue du projet où il n'aurait pas encore atteint la commercialisation, si le reste à faire est jugé trop ambitieux encore ou trop long, on estimera qu'il est trop en amont et que son projet ne sera pas accompagné. De manière globale, on préfère quand même recommander des projets qui soient près du marché. Donc si le projet arrive à un TRL 7, on est juste après le démonstrateur, on commence à arriver à un démonstrateur qui préfigure une première commerciale, on risque d'être un peu trop en amont. Néanmoins, le porteur peut tout de même, si, comme je dis, a les bons arguments pour expliquer le reste à faire ou par ailleurs tout le plan d'action qu'il envisage, ces arguments seront évalués et au cas par cas, on pourra peut-être envisager que son projet reste pertinent. Mais je préfère dire que ça reste marginal. Merci. Je reviens sur quelques questions propres vraiment aux thématiques. Les projets peuvent-ils être transverses sur plusieurs thématiques ou est-ce qu'il faut les découper en plusieurs briques? L'exemple qui est donné, c'est la création d'énergie d'origine renouvelable avec stockage et gestion de l'énergie pour un véhicule autonome. Et le risque, oui, pardon, le risque, c'était en cas de découpage de briques technologiques réparties sur plusieurs thématiques étant d'être en dessous du budget minimal requis. Alors, oui, non, il faut surtout pas, je dirais, découper le projet par rapport aux thématiques. Et, les projets doivent rester, je dirais, des objets cohérents. Un projet global peut même être envisagé avec des coûts importants et je dirais un sous-lot du projet peut faire l'objet d'un dépôt. Quelqu'un qui envisage la construction d'un nouveau procédé très efficient en matière et une première étape de son projet serait déposée dans le cadre du concours innovation. C'est la logique des porteurs qui prime. C'est à nous, opérateurs, de nous accorder entre nous pour trouver le meilleur guichet. Si le projet est bien, je dirais, dans ces éléments éligibles au concours innovation et que le porteur hésite entre deux thématiques, il vaut mieux qu'il cible principalement, je dirais, là où l'ensemble des coûts lui paraissent pertinents sur une thématique. C'est plutôt comme ça qu'on va raisonner. Effectivement, s'il y a des dépenses qui traitent d'une autre thématique, je dirais, c'est pas grave, tant que ça reste minoritaire. Si vraiment c'est du 50-50, il vaut mieux qu'il le dépose à la thématique sur laquelle il souhaite qu'on mette le curseur le plus fort. Si là, c'est une thématique sur des questions de mobilité et de batterie, la question pourra être plutôt, est-ce que c'est une problématique de mobilité? Est-ce qu'il est plutôt compétent ou performant sur les questions de mobilité? Ou est-ce que c'est plutôt une question de batterie management de système, question d'énergie, auquel cas on ira plutôt voir les sujets énergie renouvelable. Donc selon la manière ou la thématique qu'il va préférer et qui est prépondérante dans son projet, c'est aussi ce qui donnera, je dirais, la sensibilité pour nous pour l'analyse du projet. Très bien, une question. Surtout pas découper le projet et essayer de cibler la meilleure thématique, celle qui a le plus de poids d'un point de vue financier, d'un point de vue attendu du modèle d'affaires. C'est ça qui doit primer pour le choix de la thématique. D'accord. Alors, dans cette même logique, sur la thématique transport et mobilité durable, un participant demande un projet de développement d'un drone à grande autonomie énergétique. Pourrait-il être présenté dans la thématique transport et mobilité durable? Alors, effectivement, comme l'avait suggéré Anthony, se rapprocher du CORAC ou de l'Aerospace Valley, a priori, oui, puisque ça fait partie des enjeux. Là encore, c'est des fois difficile de dire est-ce que la thématique est bien de développer un drone énergétique. Est-ce que le cœur de l'innovation va plutôt pas être dans la manière de gérer l'autonomie énergétique du drone plus que la problématique drone en elle-même? C'est-à-dire que le cas d'usage sera dans le cas d'un drone, mais toute la technologie ou le savoir-faire qui pourrait être développé sur les questions d'autonomie, est-ce que ça relève pas plutôt des questions d'énergie et de batterie? Si vous voulez, c'est à ce niveau-là qu'on essaie de comprendre le cœur du projet. Et dans certains cas, c'est la finalité qui doit primer ou le cœur d'innovation, plus que le secteur finalement dans lequel c'est appliqué.
D'accord. Alors, une question pour un projet d'une petite entreprise dont le coût total est de 600 000 euros. Seuil d'éligibilité. L'entreprise bénéficiera d'une aide à hauteur de 45%, soit 270 000 euros. Pour bénéficier de cette aide, confirmez-vous que le niveau de fonds propres de l'entreprise doit être de 270 000 euros. En fin de projet, l'entreprise, effectivement, devra avoir 270 000 euros. Par contre, au moment du dépôt du projet, elle doit avoir un niveau de capitaux ou avoir les éléments qui puissent permettre de justifier qu'elle a 70% de ce montant. Donc, les 2/3 de ces 270 000 euros devront être disponibles au début du projet. Et les 30% restants devront être les 30% restants de l'aide ne pourront être versés que si l'entreprise dispose de 270 000 euros. Donc, si l'entreprise a tout juste 270 000 euros, elle pourra toucher la notification. Si par contre, elle consomme une partie de ses capitaux, elle ne pourra pas toucher le solde. Entendu, merci. Alors, plusieurs exemples en fait de projets nous parviennent pour savoir s'ils sont éligibles. Un projet sur la gestion des eaux de pluie et la végétalisation liée au bâtiment est-il éligible? Si la problématique de gestion des eaux de pluie vise à traiter des questions de rejet, d'effluents et autres, ça sera plutôt la thématique eau et biodiversité. Si jamais on est en train de parler finalement d'une ressource ou d'une matière qui n'était pas aujourd'hui collectée et qui pourrait l'être et qui pourrait permettre d'avoir un impact sur la consommation en utilité du bâtiment, ça serait plutôt dans efficacité énergie et matière. Donc, je dirais c'est le fond du sujet aujourd'hui, que ce soit une problématique d'eau de pluie ou de bâtiment, je n'ai pas assez d'informations pour être capable de cibler. La question, c'est vraiment qu'est-ce qui va être développé, quels sont les verrous qui sont à casser dans le cadre du projet. Cette notion de verrou, de se dire j'ai une problématique finalement de développer un algorithme, j'ai une problématique de développer un procédé moins énergivore, j'ai la problématique de développer un nouveau service qui concerne donc avec telle et telle modalité. C'est ce raisonnement-là qu'on utilise pour savoir finalement si les projets sont bien adaptés à leur thématique. Très bien. Je suis d'accord que c'est quelque chose, un exercice particulier dans le cadre de ce concours. Ce n'est pas la thématique d'application ni l'usage, c'est plutôt vraiment ce qui est développé dans le cadre du projet qui doit être retenu. Entendu, c'est très clair. Merci. Plusieurs questions concernant la vague 4. Quand est-ce que la vague 4 devrait être ouverte et est-ce qu'on peut avoir des informations sur les thématiques qui seront traitées dans cette vague 4? À ce stade, il est encore trop tôt de la part du comité de pilotage pour pouvoir avoir plus d'éléments. Il y aura vraisemblablement une vague 4, c'est quelque chose qui est confirmé. En revanche, le détail des thématiques, nous avions annoncé pour la vague 3 certaines thématiques. Il y a quelque temps, effectivement, il y a eu dû aux actualités, un certain nombre d'événements, des sujets qui ont été mis en avant. Pour la vague 4, nous vous contacterons, en tout cas, nous ferons tous les efforts de communication pour que vous ayez les éléments suffisamment à l'avance. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Merci. Une entreprise qui a été financée par BPI France sous un programme de RDI peut-elle postuler à la subvention concours innovation ADEME? Oui, si jamais le premier projet qui a été déposé est clos et dans des bonnes conditions et que tous les résultats attendus ont été obtenus avant d'engager le nouveau projet. Un projet qui serait en cours de financement et dont la fin aurait lieu pendant le projet qui serait déposé au concours innovation côté ADEME, mais que ce soit BPI France aussi d'ailleurs, ce projet serait non pas défavorablement perçu, mais on dirait finissez d'abord votre précédent projet avant de commencer l'autre, parce qu'il y a des effets d'adhérence et d'engagement des montants d'aide publique qui seraient trop importants pour un projet dont l'issue ne serait pas aujourd'hui déterminée. Si le premier projet s'est terminé et il n'y a pas d'adhérence avec le projet ou des résultats qui peuvent être utilisés qui sont déjà connus, alors oui, complètement, l'entreprise peut tout à fait déposer le projet. Il n'y a pas de limite à ce qu'une entreprise bénéficie successivement pour plusieurs projets d'une aide d'État. C'est plutôt au niveau de l'entreprise elle-même généralement, quand elle prend son essor, le poids des aides publiques tend à diminuer et c'est plutôt directement son activité en propre qui lui apporte des revenus. Merci.
Quelques autres questions sur la nature des dépenses. Le foncier est-il éligible dans le cadre des dépenses? Le foncier est difficilement éligible. Dit autrement, on préfère considérer que le foncier n'est pas éligible dans le cadre des dépenses. On finance sur un mode d'aide, recherche, développement, innovation. Et a priori, le foncier ne concourt pas directement à l'innovation. On est d'accord que dans certains cas, le bâtiment ou le lieu ou le terrain qui sera acquis dans le cadre du projet, qu'est-ce qui empêche aux porteurs de le louer, de l'acheter, qu'on leur prête? Si vous voulez, toutes les modalités sont possibles et on n'accompagne généralement pas le foncier. Merci. Si dans le projet, l'entreprise porteuse du projet conçoit et fabrique une machine ou un système, le montant de la fabrication doit-il obligatoirement être inférieur aux 30% de sous-traitance ou peut-il entrer dans une autre case économique? Alors effectivement, dans certains cas, en règle générale, la sous-traitance doit rester inférieure aux alentours de 30%. Dans certains cas, quand cette sous-traitance n'est pas stratégique, c'est-à-dire que l'entreprise garde la maîtrise de son procédé, fait appel à des prestations, je dirais, nombreuses de la part de différents prestataires, et le montant global fait que la prestation a un ratio qui est plus important. Dans certains cas particuliers, effectivement, on pourra considérer le projet. C'est pour ça qu'on a mis 30% ou plus sur justificatif. L'idée générale à retenir, c'est de se poser la question, moi, entreprise, est-ce que j'en tirerai l'entière bénéfice et l'entière valeur des investissements qui me sont confiés? Si jamais c'est le prestataire qui finalement développe à terme de la propriété intellectuelle, qui est capable finalement de développer un savoir-faire qui pourra être répliqué et proposé à d'autres entreprises du même secteur, alors clairement, le projet, je dirais, le porteur du projet est mal identifié. L'entreprise qui souhaitait initialement déposer le projet, si elle a énormément de prestations, aurait plutôt intérêt à mettre en avant son prestataire, à voir avec lui comment il pourrait l'organiser et se positionner en tant que premier client et bénéficier de tous les retours d'expérience. Si réellement la notion de prestation est essentielle et que aucune des deux parties n'arrive à s'accorder sur les questions de sous-traitance, dans ces cas-là, le concours innovation n'est peut-être pas le plus adapté. Le projet peut rester tout à fait pertinent, mais j'invite plutôt les porteurs à envisager de faire un appel à projet démonstrateur ou un appel à projet PSPC chez BPI France ou appel à projet démonstrateur à l'ADEME. Ce sont des dispositifs qui autorisent les appels à projets multipartenaires. Par contre, on a effectivement des montants de projets qui sont plus significatifs, 2 millions d'euros à l'ADEME et 4 millions d'euros pour PSPC chez BPI France. Merci. Une question sur l'acceptation du dossier et la présentation orale. Est-ce que vous pouvez simplement déjà rappeler le temps de présentation? Ces informations, elles sont dans le cahier des charges. Il y a 20 minutes de présentation, 20 minutes de questions-réponses. Ces 20 minutes de présentation, nous n'intervenons pas. Quand je dis nous, c'est le jury, donc les différents ministères présents, les personnalités qualifiées et l'ADEME. 20 minutes de présentation, ça va très vite. Il faut faire le tour de l'ensemble du projet. C'est un exercice qui est relativement difficile parce qu'on est très nombreux dans la salle. Ça peut des fois être impressionnant et déstabiliser ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'exercice. Les questions en 20 minutes comprennent le temps de pose des questions. Chacune des parties a préparé ses questions pour le projet et les pose à la volée et le répondant doit y répondre comme il le souhaite en une partie. Et donc à lui de gérer son temps et de doser finalement les questions qui lui paraissent prépondérantes et sur lesquelles il souhaite insister. C'est en total de 40 minutes. Entendu. Merci. Et est-ce que les dossiers qui ne sont pas retenus vont recevoir une explication des raisons du rejet? À minima, il y a évidemment une notification, un courrier qui est envoyé. Effectivement, ce sont des courriers qui sont, je dirais, qui expliquent le fait que le porteur de projet ne voit pas de décision favorable, mais il n'y a pas toujours d'explication plus détaillée. Nous prenons le temps pour les projets qui sont allés jusqu'en audition et ceux en amont d'expliquer au mieux pourquoi est-ce que leur projet a péché. C'est quelque chose qu'on a mis en place, qui se fait de manière directe. On essaie de contacter directement les porteurs. Pour nous, c'est important d'une part pour expliquer aussi ce qui a péché dans le projet, de proposer dans certains cas des alternatives et d'autres guichets, et voire d'expliquer aux porteurs si jamais il est nécessaire ou envisageable ou pertinent de proposer avec quelques corrections son projet pour de futures vagues ou d'autres appels à projets.
Donc, de toutes les manières, ça fait partie pour nous en termes d'intérêt de travailler avec ces porteurs, avec l'écosystème. Et je dirais des projets qui ont été refusés à une première vague ont pu l'être acceptés à une suivante. Ce n'est pas parce qu'un projet a été refusé une première fois que ça le pénalisera. Je dirais même c'est un projet qui est connu, on connaît ses forces, on connaît évidemment ses points d'amélioration. Et si jamais le porteur a pu travailler dessus, c'est du temps de gagner pour le porteur de s'être déjà fait connaître auprès des ministères qui portent un certain nombre de projets, qui voient un certain nombre de choses, auprès de l'ADEME qui pourra permettre peut-être d'orienter le projet ou de proposer des recommandations. Également au service du Premier ministre ou le SGPI qui est présent, d'envisager des rapprochements ou de comprendre ce qui a pêché dans le projet et de proposer éventuellement des solutions. Merci beaucoup. Nous approchons des 12h30. On va essayer de se tenir à l'horaire qui avait été prévu. On va essayer de répondre à encore 2 ou 3 questions avant de mettre fin, je pense, au webinaire. Pouvez-vous détailler les composantes des fonds propres? Confirmez-vous qu'ils incluent bien les prêts participatifs et les comptes courants d'associés bloqués? Les comptes courants d'associés bloqués, oui, et pas les prêts participatifs. Aujourd'hui, c'est vraiment sur l'alias fiscale, c'est la ligne DL, et en ajoutant les comptes d'associés bloqués. Très bien. Pour rappel, y a-t-il une date de création d'entreprise minimum imposée, exemple plus de 2 ans, plus de 5 ans? Non. Voilà. La seule chose qui compte pour nous, c'est les fonds propres. C'est pas l'activité, c'est pas le chiffre d'affaires. Je dirais que c'est des éléments qui seront étudiés en fonction de la nature du projet et de son profil. Mais la seule chose qui compte, c'est que la société soit créée, soit immatriculée au registre du commerce en France, que la société dispose d'un CABIS et qu'elle soit capitalisée à minima pour pouvoir toucher les 70% de l'aide au démarrage du projet. Merci. À nouveau, une question pour repréciser sur cette notion d'impact et de localisation de l'impact de l'innovation. Une innovation sur le marché local ayant un impact non localisé, par exemple à l'étranger, sur l'eau et la biodiversité, est-elle éligible? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, bien sûr. En fait, une innovation sur le marché local ayant un impact non localisé dans la thématique eau et biodiversité, est-ce que c'est éligible? On va demander peut-être de préciser la question. Elle est pas. Je vais essayer d'y répondre. Disons, si Oui, jamais l'entreprise est localisée en région, dans le temps où cette question peut-être est précisée, mais si jamais l'entreprise est localisée sur un bassin hydrographique particulier, une problématique d'eau spécifique à un territoire, qu'elle envisage de développer une application qui serait testée ou déployée à l'étranger, parce que le marché principal est à l'export, on aurait tendance à voir d'abord pourquoi est-ce que ce procédé ne peut pas être d'abord être testé en France, parce qu'il y aurait des premières retombées, que ce soit en termes d'emploi ou autre, sur le territoire. Si à terme le marché proposé est essentiellement de l'export, c'est également un très bon argument. On n'envisage pas que les entreprises ne fassent que sur le territoire national. Il ne faudrait pas mal interpréter le critère de territorialité. Notre objectif, c'est que ce soit d'abord des entreprises françaises qui se développent sur leurs marchés nationaux et internationaux. Si jamais le projet est capable de montrer que sur un territoire localisé, les retombées peuvent être faites à l'étranger, on a la preuve finalement, en tout cas la démonstration d'un potentiel de réplicabilité, ce qui est un critère important du concours innovation. J'espère avoir pu répondre. Merci beaucoup. Alors, pour les quelques questions encore en suspens, il sera donc les participants pourront peut-être trouver les réponses dans toute la documentation sur le site de l'ADEME au lien qu'il y a indiqué sur la diapositive. Est-ce qu'il est possible de vous contacter pour poser des questions? Comment peuvent se passer les échanges suite au webinaire pour avoir des précisions? Alors oui, on invite les porteurs à prendre le temps de quand même consulter ces documents. On est conscient qu'il y a un nombre d'informations importantes, que c'est des modalités spécifiques, mais c'est important qu'ils prennent conscience. On a essayé de toutes les rappeler, de les détailler dans les documents présents sur les liens qui sont fournis. Néanmoins, si des questions plus précises et sans réponse demeurent, évidemment, nous sommes là pour y répondre. Et j'invite les porteurs à contacter la boîte mail concourinnovation@adem.fr pour poser leurs questions. En nous donnant, je dirais, en amont le maximum d'éléments, la vague du concours qu'ils envisagent,
la thématique qu'ils envisagent, les informations sur leur projet, si vous voulez qu'on ait le moins de temps possible à comprendre finalement qui contextualise au maximum leurs demandes. J'en profite pour répondre à une question, puisque quelqu'un nous demandait, mais qui sont donc les deux intervenants de ce jour. Donc, pour rappel, c'était bien donc Mathieu Brandiba, chef de projet à la direction des investissements d'avenir sur les thématiques, en particulier économie circulaire, agriculture et industrie. Et Anthony Lelarge, également chef de projet à la direction des investissements d'avenir sur la thématique transport et bâtiment. Il est 12h30, je vous propose de mettre un terme à ce webinaire. Merci à tous de votre intérêt et de vos questions, et en vous souhaitant bonne chance pour vos prochains projets, que ce soit pour le concours d'innovation ou pour d'autres opportunités. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.